Je m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 8, être les dents. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. J'ai le sourire aux lèvres parce qu'on va inverser les rôles. Vous êtes beaucoup à m'avoir félicité, à nous avoir félicité pour toute cette série de podcasts. Mais aussi, vous êtes beaucoup à avoir dit, mais Anthony, finalement, celui qui pose les questions, on aimerait bien aussi qu'il puisse évoquer finalement c'est quoi être aidant aux côtés d'une personne malade. Donc, avant de commencer à te poser des questions, tu m'as dit qu'il fallait que je dise dans ce podcast comment je me sentais aujourd'hui, puisqu'on est mi-mai. Et ce matin, j'avais ma 5e chimio. Donc, comment je me sens ? Je me sens forcément fatiguée après 3 heures de chimio et puis le diffuseur là, que j'ai sur moi. J'ai dormi ce matin pendant la chimio, puisque de plus en plus, avant, ça me faisait moins ça, mais effectivement, la fatigue se fait de plus en plus ressentir. Et maintenant, quand j'ai la chimiothérapie, je dors à l'hôpital. Avant, je regardais des séries, je lisais, mais là, j'ai plus le courage. la fatigue m'emporte. Donc voilà, je dors en fait pendant la chimio et voilà comment je me sens. Un peu fatiguée, mais du coup, je suis très heureuse de pouvoir te donner la parole aujourd'hui parce que moi aussi, j'avais finalement peut-être aussi des questions à te poser ou des choses à te demander. T'es pas trop fatigué pour ça va ? Non, c'est juste poser tes questions, donc c'est bien. Donc, bonjour Anthony. Bonjour Claudie. Je préfère être de l'autre côté. J'avais envie de te demander peut-être au début si tu te souviens exactement du moment où tu as appris, quand on était dans cette salle, que l'annonce du cancer arrivait. Tu as compris que la vie venait de basculer. C'est quoi la première pensée que tu as eue ? Est-ce que tu te souviens de ce moment ? Si je m'en souviens, ça c'est évident. Je crois que ça sera gravé à vie. On était dans cet hôpital de Saint-Herblain avec une gastro et elle nous a annoncé que tu avais un cancer. Moi, tout de suite, mode combatif, car malheureusement, ça me rappelait évidemment le suivi de mon papa également, puisque j'ai perdu mon père d'un cancer lorsqu'il avait 43 ans. Moi, j'en avais 19 à l'époque, donc ça date maintenant de quelques années, mais le souvenir est toujours là. Donc c'est ce qui m'est revenu en particulier, mais en mode combatif, en me disant, là, on n'a pas le choix, là maintenant, il va falloir y aller, en étant pleinement conscient aussi qu'il y aura un avant et un après cette annonce. Les semaines qui ont suivi m'ont confirmé tout cela, évidemment. Souvent, les gens demandent finalement comment va Claudie, etc. Mais finalement, peu, en fait, demandent comment va les dents. Écoute, c'est pas tout à fait le cas. Franchement, alors les amis proches ont tous une pensée pour moi. Tous n'ont pas le réflexe de penser à les dents, mais quand même une grosse partie pense à les dents. Je suis aussi bien entouré, comme toi d'ailleurs. On a la chance d'avoir un groupe d'amis très important. Et ils sont là, et on a des petits messages, et très régulièrement, ils prennent contact avec moi pour savoir comment je vais, en me demandant aussi comment je vais, pas uniquement comment va Claudie, comment je vais. Donc c'est plutôt agréable aussi de savoir qu'on est aussi soutenu dans la démarche, quoi. Mais je sais que justement, rapidement quand même, quand l'annonce de la maladie est arrivée, etc., les premiers jours passant, les premiers examens, tu as eu l'envie de ne pas rester seule quand même. Je me souviens que tu as eu besoin de parler rapidement à une psychologue et ensuite d'entrer dans un groupe de parole des dents à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux choses-là ? C'est pas parce que, évidemment, j'ai déjà vécu ce type d'épreuve que j'en suis plus fort. Au contraire, je dirais. Parce qu'effectivement, ça m'a rappelé tellement de souvenirs que j'ai eu besoin d'en parler assez rapidement avec une psychologue. Et là, je voudrais vraiment, pour ceux qui sont notamment des aidants de personnes malades du cancer, rappeler que la Ligue contre le cancer propose un service national téléphonique que l'on peut appeler pendant la journée. Et on a au bout du fil donc un ou une psychologue. Et moi, je sais que juste après l'annonce, j'en ai eu besoin. Parce que, évidemment, c'était un cataclysme qui arrivait dans notre vie. Et je crois qu'elle a réussi à me faire prendre conscience en seulement 3/4 d'heure, 1 heure de conversation,
que ce que je ressentais était essentiellement lié à mon histoire personnelle, non seulement d'avoir perdu et accompagné ce père quand j'étais jeune, mais aussi avec la vision de la vie, de la santé que j'avais depuis ce drame-là. Est-ce qu'on dit que tu es un peu hypochondriaque? Ah bah, tu peux même dire beaucoup, hein. Ouais, je suis hypochondriaque, ouais. Mais alors après, je suis un hypochondriaque heureux. C'est-à-dire que je le prends avec beaucoup d'humour. Il le faut, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, je fais régulièrement des examens. C'est comme un voyage, il faut que toujours j'ai un examen d'avance. Et donc là, j'en ai toujours quelques-uns d'avance. Tout ça pour dire qu'effectivement, je m'imaginais assez régulièrement avoir ce type de maladie, moi, personnellement. Mais jamais j'aurais pensé que tu puisses avoir un cancer. D'abord parce qu'on a une différence d'âge. J'ai 10 ans de plus que toi. Et donc je me disais que ça ne pouvait pas t'arriver. En plus, on n'avait pas d'informations à l'époque. Tu n'étais pas d'une famille avec des cancers. Moi, ma grand-mère paternelle est décédée d'un cancer à 43 ans. Mon père est décédé d'un cancer à 43 ans. Bon, autant te dire qu'à 43 ans, je flippais pas mal. Tout comme d'ailleurs ma sœur, qui était dans la même situation Je aussi. m'en souviens, tu étais content qu'il soit passé et ta sœur aussi. Ah oui, oui, j'étais content de fêter les 44. Après, les années qui ont suivi, c'était pas beaucoup mieux, donc il y a toujours cette peur-là, mais jamais j'aurais pensé que tu pouvais être concerné par la maladie. Et donc pour revenir à cette psychologue, elle m'a fait prendre conscience que ce que je ressentais était très lié à mon histoire personnelle et non pas à ton histoire à toi, qui était toute singulière, personnelle, qui n'avait pas de rapport avec ce que moi j'avais vécu. Et seulement une demi-heure ou trois quarts d'heure de conversation m'a aidé à dépasser cette première annonce. Et puis après, j'en ai eu besoin aussi quelques jours après, où j'ai fait la bêtise d'aller sur Internet pour voir les choses liées à ton cancer. Et j'avais besoin aussi d'en parler avec une psy. Et puis, tu l'as dit, dans la clinique où tu es suivi, il y a un groupe d'aidants. Chaque mois, on se voit avec des aidants. Alors, c'était plutôt des aidantes depuis le début. Là, les 3-4 premières rencontres, il n'y avait que des femmes avec moi. Et là, la dernière rencontre, il y avait un homme. Bah, ça fait du bien aussi d'échanger avec d'autres personnes qui accompagnent aussi des personnes touchées par le cancer parce que bah, on vit la même situation, parfois avec des cancers différents, mais un même rôle aussi qu'il faut assumer avec les mêmes difficultés que l'on peut avoir les uns et les autres, quoi. Ça te fait du bien d'aller à ce groupe chaque mois? Bah oui, en se comparant, on se console un peu, puisqu'il y a des situations qui sont bien plus difficiles que la nôtre. Mes enfants sont grands, sont autonomes, ils sont plus à la maison avec nous, contrairement à des jeunes parents qui doivent assumer les enfants. On a des situations professionnelles qui nous permettent d'être là à la maison plus facilement, une proximité de l'hôpital. On est quand même favorisé, donc la rencontre avec d'autres permet justement de relativiser. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, ça permet d'échanger sur les difficultés que l'on peut avoir les uns et les autres. On retrouve les mêmes, voilà, avec une personne qui est à côté de soi qui peut être fatiguée à certains moments, qui n'a pas envie de manger, comment l'aider justement pour se nourrir, sans être non plus l'infirmier, le médecin, quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça, ni le psy d'ailleurs. Tu es récemment partie une semaine au Maroc. Je t'avais vivement encouragée à partir, à prendre du temps pour toi. Et c'est chouette parce que tu t'es autorisée à vivre ce moment un peu léger et d'introspection peut-être. Est-ce que tu peux en parler, livrer ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu en as parlé au groupe d'aidants? Ah oui, bien sûr. Alors j'en ai parlé, je ne vais pas parler de la destination en particulier, mais dit que j'avais pris une semaine pour moi et j'avais aussi conseillé aux autres de prendre une semaine, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a un peu cette culpabilité de prendre entre guillemets du bon temps alors que l'autre à côté est en souffrance. Mais c'est important de se retrouver aussi, de prendre de l'énergie pour pouvoir revenir encore plus fort. C'est très facile pour moi puisque c'est toi qui m'as incité très très longtemps à prendre justement ces temps-là. Alors c'est pas uniquement d'ailleurs partir en vacances, partir à l'étranger, partir loin, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour les choses que l'on aime, et donc avoir une vie aussi en dehors de celle des dents. Qu'en ont pensé les autres? Est-ce que justement tu en as parlé? Parce que tu m'as évoqué peut-être quelqu'un qui a osé craquer. Est-ce que tu penses que justement peut-être cette personne-là s'autorise pas assez ou en tout cas c'est un conseil vraiment que tu souhaiterais donner?
La personne dont tu parles, c'est l'homme justement, et qui n'était pas là les premiers rendez-vous. C'était important, je crois, qu'il vienne, parce que ça fait 2 ans qu'il accompagne son épouse, et là, il n'en peut plus. Il a dû arrêter de travailler, tellement c'était difficile pour lui de suivre à la fois le professionnel, le perso, plus la famille aussi à gérer. Et il ne s'autorisait pas à prendre du temps pour lui. Et là, le groupe d'aidants, ça a été justement une première étape pour prendre du temps pour lui, pour en discuter, même si on reste dans le cadre de la clinique, du cancer, des soins, mais au moins ça permet d'échanger avec d'autres et d'avoir son temps à soi où on peut aussi parler sans crainte, sans tabou et sans jugement aussi, ouais, et avec d'autres. Parce que justement, le rôle d'aidant, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas, je pense. C'est ce qu'ont aimé les gens dans les podcasts qu'on fait. On livre aussi comment on ressent, etc. C'est comme le cancer reste quelque chose de tabou dont on n'ose pas parler, poser des questions. Est-ce que justement, tu as parfois l'impression d'être fort pour deux? Non, j'ai pas tellement cette impression avec toi parce que tu es tellement forte. Franchement, j'ai pas l'impression de trop de te soutenir finalement. Je trouve que le boulot, tu le fais déjà toi-même. Enfin, je te trouve franchement admirable vis-à-vis de la maladie. Alors, en plus, étant hypochondriaque, je ne sais pas comment je réagirais. Ça pourrait être catastrophique. Enfin, j'en sais rien. J'en ai parlé d'ailleurs au groupe d'aidants et la psy qui nous accompagne au groupe d'aidants m'a dit non, non, mais vous ne savez pas. Il faut être confronté à la maladie pour savoir réellement comment on pourrait réagir face à cette maladie. Donc, bon, d'un premier abord, je dirais que je ne pourrais pas être aussi fort que toi, mais bon, faut être confronté à ça pour vraiment le savoir. Mais non, tu as tellement d'énergie, d'optimisme, de volonté que j'ai pas grand-chose à t'apporter, mis à part une présence, un soutien quand il y a besoin. Qu'est-ce que justement tu te sens, tu te dis, ah bah là, je me sens utile vis-à-vis de Claudie? Ah, moi, c'est surtout sur les petits gestes quotidiens. C'est préparer à manger, aller faire les courses, revenir avec toi de la chimio, te proposer des loisirs, partir en vacances, organiser les vacances. Enfin voilà, plus en logisticien que en soutien psychologique. Où là, je sens qu'il y a pas de besoin particulier. Peut-être, bon, allez, sur les 4 derniers mois, peut-être à 2, 3 moments, peut-être, où j'étais là pour dire non, non, mais t'inquiète pas, ça va le faire, ou c'est normal, ce type de situation, ou ce type d'effet secondaire. Bon, voilà, c'est plutôt toi qui m'aide à traverser cette épreuve avec facilité. Étant justement avec cette force-là, tu serais plus mal, moi j'aurais aussi plus de difficultés à te remonter. Donc c'est un travail, entre guillemets, plus facile pour moi, quoi. Et est-ce que tu t'autorises à craquer ou pas? C'est une question de journaliste, ça. Bah oui, bien sûr, ça m'arrive. J'ai les mêmes inquiétudes que toi, donc bien sûr. Bah, c'est pas souvent, mais faut pas trop que j'y pense, quoi. Est-ce que tu as peur que la maladie me change? Peur, non, parce que j'ai l'impression que les changements qu'il va y avoir vont être que du positif. Donc, ce ne sont pas des peurs. Au contraire, je pense que passer cette épreuve, tu seras une femme avec encore plus de qualité, et elles sont déjà nombreuses, mais tu seras une femme avec encore plus de qualité qu'avant. Parce que plus on connaît la fragilité, plus on touche la fragilité, plus on est fort. Quand on a, et ça j'insiste bien là-dessus, quand on a les capacités pour pouvoir dépasser justement ces fragilités et aller vers une résilience. Et ça c'est le mot essentiel, la résilience. T'en es capable et donc forcément la Claudie 2.0 sera meilleure que le 1.0. Bah écoute, je me le souhaite et je nous le souhaite. Ça va avec la suite. Est-ce que du coup, tu penses que le cancer nous rapproche ou nous éloigne? Très clairement, ça nous rapproche. De toute façon, j'ai l'impression, ça après c'est un témoignage très personnel, mais j'ai l'impression que dans ce type d'épreuve, si il y a des soucis déjà dans le couple auparavant, ça ne fait qu'exploser le couple. Enfin, et je trouve que non, ça nous rapproche encore plus puisqu'on est obligé d'aborder des questions encore plus profondes. Et malgré tout, continuer à faire des projets parce que c'est ce qui fait aussi un couple et même une personne, ce sont des projets. Et c'est pas la maladie qui va changer ça, quoi. C'est clair.
Quand tu me regardes aujourd'hui, tu vois justement, j'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, hein, mais tu vois mes cheveux qui tombent, tu vois que j'ai peut-être moins de confiance en moi qu'avant, que j'aime pas ce que je vois avec mes nouvelles cicatrices. Comment toi tu vois cette Claudie malade, avec forcément un corps un peu différent? Très sincèrement, je ne vais pas faire le démago, mais c'est vraiment ce que je ressens. On n'est pas 12 ans avec une personne pour une plastique. Donc ce que j'aime chez Claudie, c'est toujours là. Qui est une cicatrice, quelques cheveux en moins. Enfin, moi, tu m'aimes depuis de nombreuses années avec des cheveux en moins, donc ça n'a pas pareil. Non, franchement, c'est vraiment pas l'essentiel, quoi. Et franchement, il n'y a rien de démago là-dedans, quoi. Ça ne change rien en l'amour et au regard que je peux porter sur toi. Je rebondis du coup là-dessus. Est-ce que tu penses que justement, on a quand même souvent vis-à-vis du cancer du sein, est-ce que tu te dis finalement, ah, elle a peut-être eu de la chance de ne pas avoir, dans le malheur, un cancer du sein, ou quel regard tu livres sur des hommes qui peuvent parfois, alors c'est peut-être très différent, chaque cas est différent, tu as le droit de pas répondre à cette question, mais quel regard tu peux porter sur des hommes qui pourraient dire, bah justement, t'as un sein en moins, moi je te retrouve plus, je peux plus t'aimer avec ce sein en moins, ou... Je porterai aucun jugement sur les hommes qui pensent ça. Enfin voilà, chacun a son vécu, son rapport au corps, etc. Personnellement, je n'ai pas l'impression que ça changerait quelque chose si tu avais un cancer du sein et que tu avais une ablation du sein, par exemple. Mais je suis pas non plus dans la situation, donc c'est hyper facile de le dire. Toi, c'est vrai que d'apparent, c'est des cicatrices, voilà, des cheveux en moins, une fatigue, un teint blafard des fois, sûrement moins que certaines chirurgies, hein, c'est sûr. Je peux difficilement en fait parler à la place de d'autres sur une situation qui est autre que la nôtre, quoi. Si tu pouvais parler au Anthony du premier jour avant l'annonce, si tu pouvais lui rendre visite là, maintenant que tu as vécu quand même ces 4 5 mois, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je lui dirais aie confiance parce que je pense que les premiers temps, j'avais moi le rapport à la maladie que j'avais hérité de l'expérience avec mon père et que en 30 ans, évidemment les choses ont beaucoup évolué, la médecine a évolué, les soins de suite de support ont évolué, l'accompagnement, enfin tellement de choses ont évolué qu'on ne peut pas comparer les deux et qu'aujourd'hui je m'aperçois que c'est tellement individualisé, avec un accompagnement très fort, avec des techniques de pointe incroyables, que je suis beaucoup plus confiant, évidemment, aujourd'hui qu'il y a quelques mois, lorsque on t'a annoncé la maladie. Donc je dirais, t'inquiète, ça va le faire, et aie confiance en la médecine, aie confiance à toutes les personnes qui vont nous accompagner, y compris d'ailleurs les amis, tout notre entourage qui nous accompagne dans cette épreuve. Et pour finir, j'ai envie de dire, tu sais que dans un mois maintenant, il y a des examens qui vont être super importants pour nous. Ça va être les examens de juin. J'ai envie de te poser cette dernière question de finalement, c'est quoi aujourd'hui ta plus grande peur et ton plus grand espoir dans un mois? Tu les connais toi-même, on en a parlé, et on sait que en juin, ça peut être soit une absence de métastases, soit des métastases. Et dans ce cas-là, bah, ma crainte, c'est qu'il y ait des métastases supplémentaires et qu'il faut continuer à se battre. Et on le fera. Et puis ma grande joie, ce serait que ça s'arrête là, quoi. Mais on a appris là ces derniers mois à prendre les choses les unes après les autres, ne pas faire de plan sur la comète, donc on va continuer dans ce registre. Et puis, yallah. C'est le mot de la fin. En attendant, est-ce que tu vas pas me refaire une tisane au gingembre? Ah si, ah bah si, c'est normal. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, je t'ai un petit peu imposé des tisanes au gingembre. On va tester un peu plus le gingembre pour éviter les nausées, parce que tu en avais quand même pas mal la dernière fois. Et tu as fait des recherches et le gingembre, c'est bon pour les nausées. Absolument. Mais des recherches scientifiques, attention, hein, parce que bon, il y a de tout, mais là, non, Ouais. 40% des malades trouvent que les nausées sont beaucoup moins importantes avec le gingembre. Donc on va continuer sur le gingembre. Et c'est vrai que la socio-esthéticienne, elle m'a fait un cycle d'aromathérapie avec l'huile essentielle de citron et de gingembre. Donc, c'est bien que c'est bon. Merci beaucoup, mon amouré, d'avoir accepté de jouer le jeu, d'être l'interviewé dans cet épisode. Je sais que tu reculais l'échéance et que tu préfères souvent poser des questions que répondre aux questions. Ah bah ouais, c'est plus facile, hein. Dans le prochain épisode, on ne sait pas ce que ce sera, quoique si. On sera en juin et donc ça sera l'annonce des résultats
qu'on attend puisque je vais avoir un nouvel IRM, un nouveau PET scan et également une célioscopie où on ira avec une caméra voir ce qui se passe dans mon péritoine. Donc vous saurez tout ça au prochain épisode qui sera, je pense, l'un des plus importants aussi de cette série. Donc à la prochaine et encore merci à celles et ceux qui écoutent l'ensemble des épisodes, qui en parlent autour d'eux. On voit que les chiffres augmentent et donc l'information se diffuse. On prend rendez-vous pour des coloscopies et c'est très bien. Alors merci. Et en attendant, une petite tisane de gingembre.